Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est l'émission du vendredi. Vous êtes nombreux à nous regarder chaque vendredi soir pour prendre un peu d'auteur sur l'actualité. On va s'intéresser ce soir à un sujet dont on parle depuis des mois, des années, j'ai envie de dire. On parle ce soir des migrants, préoccupation majeure ici en France, en Europe. On en parlera dans quelques instants. C'est un sujet de débat, c'est un sujet de conflit. C'est l'histoire de femmes, d'hommes qui fuient leur pays d'origine, la Corne de l'Afrique, l'Asie, la Syrie. On en a beaucoup parlé sur ce plateau pour fuir la pauvreté, la guerre. C'est aussi un défi humanitaire, évidemment, cette question des migrants. C'est aussi un défi politique qui est posé, évidemment, aux dirigeants européens. Certains pays, d'ailleurs, refusent cet accueil des migrants. On reparlera de cette tentative de référendum qui n'a pas fonctionné en Hongrie, lancée par Viktor Orban. Il n'a pas atteint le quorum des 50% de ceux qui devaient voter. Défi européen, on reviendra évidemment sur toutes les questions qui sont posées à l'Union européenne. Et puis on parlera du débat français, parce qu'il y a une question, évidemment, avec ces migrants qui sont à Calais. Le camp va être détruit. Il faut donc accueillir ces migrants dans des villes de France. Et là, il y a des débats, évidemment, au sein des conseils municipaux, avec certains citoyens qui ne veulent pas. D'autres, acceptent, bras ouverts, d'accueillir ces migrants. On parlera de notre tradition d'accueil, tradition française. Où en est-elle exactement? Certains ont peur du terrorisme. On essaiera de tordre le cou, peut-être, assez peur. Et puis surtout, que doit faire l'Europe? Parce qu'il y a un rapport d'Amnesty International qui dit globalement, et on va en parler ce soir, que les États riches sont les plus égoïstes, et ce sont plutôt les pays en développement ou les pays pauvres qui accueillent massivement ces migrants, ces réfugiés. On en parle ce soir avec des spécialistes de ce dossier. Arnaud Richard, bonsoir. Bonsoir. Député UDI des Yvelines. Alors vous êtes à la tête d'une commission d'évaluation et de contrôle qui s'est appuyée sur un rapport de 2014. Là, dans le rôle du député qui contrôle, pour voir comment s'est mis en place concrètement ce travail en direction des demandeurs d'asile. Et vous faites des propositions concrètes, notamment pour le logement et pour améliorer les lenteurs administratives, parce que c'est souvent très compliqué pour ces réfugiés. Merci d'être avec nous. Ce rapport, vous l'avez remis mercredi, ce rapport que vous avez travaillé avec une autre collègue députée. Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président du Front National. Alors vous êtes représentant français au Parlement européen, vous voulez pas dire député européen. C'est le terme dans la loi française. C'est le terme. Oui. Représentant français. On reviendra sur ce que fait le Front National, sur cette espèce de charte pour dire non aux migrants. On en parlera avec vous dans quelques instants. Oui. Merci d'être là. Jean-François Dubos, bonsoir. Je parlais d'Amnesty International. Vous êtes le responsable des programmes de protection des populations à Amnesty, donc. Et Amnesty International a sorti un rapport. Alors il va être traduit dans les prochains jours en français. C'est pas un rapport bilan, c'est un rapport pour sensibiliser, pour faire réfléchir, faire des propositions aussi concrètes pour mieux répartir les migrants au sein de l'Union européenne. Les réfugiés. Et c'est vous dites les réfugiés, il y a un débat évidemment sémantique. Ça sera 2 ans de travail qui aboutira ensuite. Il y a un grand forum, un grand sommet à l'ONU autour de la question des réfugiés. Oui, une campagne mondiale que nous lançons avec toutes nos entités, 7 millions de membres dans le monde, nos équipes de recherche mobilisées pour à la fois expliquer, faire beaucoup de pédagogie pour ensuite porter des solutions que nous présentons dans ce rapport et que nous avons déjà porté à la connaissance des États. Oui. Des États. Et ce rapport traduit en français est donc remis aux élus dans les prochains jours. Jean-Jacques Thomas, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes maire socialiste d'Hirson, c'est dans l'Aisne, c'est une commune d'un peu plus de 9500 habitants. Oui. Et vous accueillez, arrêtez-moi, 6 migrants. Oui. Et vous nous ferez 6 jeunes Afghans. 6 jeunes Afghans, et vous nous ferez partager votre sentiment d'élu, et évidemment de la relation que vous avez entretenue avec ces migrants, ces réfugiés, puis avec évidemment vos concitoyens. Merci d'être là. D'abord, regardez ce sujet, ça va pas vous dépayser. Justement, on est parti dans la Vienne, du côté de Châtellerault, dans une petite ville, alors 4500 habitants. La ville s'appelle Nintré, c'est une petite ville qui accueille des migrants. Ils viennent du Soudan, de la Corne de l'Afrique, ils viennent de l'Afghanistan. Regardez ce reportage, évidemment, qui montre globalement que les choses se passent bien et que ces réfugiés ont très envie de rester en France. Regardez. La pétanque, version soudanaise. C'est une discipline que sont en train d'inventer ces nouveaux habitants de Nintré. Ils sont 25 migrants, fraîchement débarqués cet été dans la commune, à la demande de la mairie. La ville les loge ici, dans cette ancienne gendarmerie. 21 Soudanais et 4 Afghans. Donc ici, c'est là où ils reçoivent leur courrier. En échange de l'accueil, l'État paye cette association, Audacia, pour qu'elle accompagne tous les jours ces hommes soudanais et afghans dans... Mais la mayonnaise ne prend pas toujours. Plusieurs réfugiés qui ont reçu leurs papiers se sont certes installés ici à Nintré, mais d'autres, une poignée, ont choisi de repartir vers l'Angleterre pour tenter leur chance.
Avant d'avoir le débat politique, le débat sur les inquiétudes des Français, des angoisses, Jean-Jacques Thomas, vous êtes un élu, alors vous n'avez pas autant de migrants dans votre commune, vous en avez 6. Oui. Est-ce que les choses se passent bien? C'est-à-dire que tout dépend du contexte. C'est-à-dire que moi, j'ai proposé au conseil municipal d'accueillir 5 à 6 familles. Disant chacun doit apporter sa contribution. Pas plus, vous avez souhaité avoir un nombre limité de familles. Tout simplement parce qu'il faut que l'association qui gère, on l'a vu, qui accompagne, puisse être en capacité de suivre et de faire en sorte que, là, s'agissant d'Afghans, ils puissent d'entrée apprendre le français. Mais le conseil municipal, moi j'avais dit à l'ensemble des collègues, droite, républicaine, Front National, socialiste, communiste, vert, disant voilà, on sait tous que les Syriens sont tous des assassins et des violeurs, quoi. Donc ce soir, j'ai demandé à un Syrien de venir s'asseoir. Donc vous allez lui faire un peu de place, vous allez vous asseoir. Et puis j'ai dit... Le voir vraiment, quoi. Voilà. Et j'ai dit, en plus de ça, la soirée n'est pas finie, il a encore tué personne, mais il a peut-être sauvé des vies parce que le docteur Youssef est devenu le patron des urgences de l'hôpital. Et il va vous expliquer ce qu'il vit en Syrie. C'est un médecin qui avait quitté son pays. Ce qu'il vit en Syrie. Et ensuite, il va vous expliquer ce que sa famille, qui est restée en Syrie, vit au quotidien. Et à la fin du débat, on a réouvert le conseil municipal, et j'ai demandé à chacun de voter par un vote uninominal, de savoir s'ils étaient d'accord ou pas pour accueillir 5 à 6 familles. Alors, on connaissait pas, je savais pas si c'était des Syriens qui allaient venir ou des Afghans. Et donc, ils sont arrivés, et aujourd'hui, avec 6,80 € par jour, ils ont été accueillis, mais pas dans des locaux municipaux. J'ai refusé que l'on puisse réserver des appartements, parce qu'on a tout simplement dans chacune de nos communes, la SNCF, Engie, beaucoup de logements qui sont vides. Et donc c'est à la fois un élan humanitaire et puis un élan immobilier en disant on va faire ensemble l'ensemble du parc immobilier, en faire le tour, et on va dire voilà, ici on pourra accueillir les 6 migrants, mais ici on pourra accueillir une résidence familiale. Juste Florian Philippot, je vous interromps. Nos communes sans migrants, donc j'entends, on voit cet exemple de Nintré où on joue au bout, les habitants s'intéressent, il y a un échange culturel, j'allais dire. On voit ce maire dans l'Aisne qui nous dit moi j'ai 6 familles, ça se passe très bien. Vous avez lancé, vous, le Front National, nos communes sans migrants. Vous avez le sentiment, comme on dit, que ça va prendre, ou que même chez vos électeurs, et là je m'adresse à ceux qui votent pour le Front National, est-ce que vos électeurs n'ont pas du cœur, une générosité, et finalement ont intégré eux-mêmes cette tradition française de l'accueil? Nos électeurs, comme tous les Français, ont beaucoup de cœur. Mais ils voient, et peut-être encore plus que d'autres, parce qu'ils sont souvent issus des milieux classe moyenne, classe populaire, la grande souffrance déjà économique et sociale de notre pays. Je rappelle que nous sommes dans un pays qui a connu le mois dernier 50 000 chômeurs de plus, qui connaît près de 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. Et malheureusement, la situation ne cesse de se dégrader. Donc nos électeurs, comme tous les Français, vivent cette situation extrêmement dure. Et ils vivent, on peut pas dire que, je vois le titre de l'émission, l'égoïsme européen, on peut pas dire que l'Europe... Pour l'interrogation, hein. Oui, pour l'interrogation. Ouais. On peut pas dire que l'Europe et la France aient été égoïstes en matière d'immigration depuis 40 ans, puisque nous sommes la zone du monde probablement qui en a reçu le plus, puisqu'on parle d'une vague migratoire supplémentaire. Mais à côté de ça... Des hommes qui fuient la guerre. À côté de cela, l'an dernier, la France a encore une fois distribué 212 000 titres de séjour au titre de l'immigration légale. Il y a eu une autre immigration clandestine en plus de l'immigration dont on parle ici. L'asile va atteindre les 100 000 demandeurs d'asile cette année probablement dans notre pays. On avait atteint les 1 million l'an dernier en Allemagne. Donc, je veux dire, je crois qu'on peut pas faire ce procès aux Français. Voilà. Ne pas être généreux. Non, je crois qu'on peut pas le faire, ce procès aux Français. Nous sommes un pays qui a accueilli énormément d'immigration. Alors il y a 20 ans, il y a 25 ans, quand on expliquait que ça allait peut-être poser problème en termes économiques, sociaux, en termes de comptes sociaux, en termes d'intégration, de communautarisme, et peut-être même pire, on nous expliquait que non, nous surfions sur les peurs, etc. Puis entre-temps, je crois que l'opinion publique a largement évolué, sous le poids, malheureusement, d'une réalité qui s'est dégradée. Oui et non, quand on voit certaines communes, elle a plus ou moins évolué. Non, aujourd'hui, vous avez 11% des Français qui disent que l'immigration est positive. 11%. Vous avez, je prends le dernier sondage de Ipsos, là, fin août, ça a un impact négatif sur les services publics à 60%. Ça a un impact, il y a trop d'immigrés en France, 57%, etc. Donc, je veux dire, je pense que la situation, moi, j'ai vu d'autres communes. Moi, je suis élu de l'Est. Vous parlez jamais de migrants ni de réfugiés, vous parlez d'immigration. Non, mais c'est de l'immigration. Oui, l'immigration, c'est les mouvements migratoires. Mais je veux dire, moi, je suis allé aussi dans d'autres communes. Je suis allé en Moselle, où je suis élu à Harry, un petit village qui a accueilli déjà fin 2015 des migrants.
Je peux vous dire que j'ai pas du tout. Alors, on voit des reportages idylliques, mais moi, j'ai fait du porte-à-porte. J'ai vu énormément d'habitants à qui on n'avait pas demandé leur avis, qui étaient pas au courant, qui apprennent que 50 à 60 personnes arrivent dans leur commune. Moi, je pense que le plus simple, c'est de faire des référendums dans ces communes. On verra bien. À quoi servent les élus? Ils sont élus. Attendez, ils ont la légitimité. à son tour. N'oubliez pas, monsieur, que le référendum, c'est l'article 3 de notre Constitution. Il dit la souveraineté nationale, elle s'exerce par les représentants et par la voie du référendum. C'est écrit dans la Constitution. Oui, Faut pas l'oublier. Attendez, je donne la parole à quand il y a un doute, quand il y a un débat, et il y a un débat, vous avez vu comme moi les manifestations à Louvciennes l'autre jour, 1000 personnes, etc. Le plus simple, c'est d'en revenir au peuple. C'est d'en revenir au peuple et de demander au peuple son avis. C'est vrai qu'il y a eu forge débat. La chef et le peuple et rien entre deux. Jean-François Dubost, Amnesty International. C'est vrai qu'il y a un débat sur la sémantique. Ce débat est profond, il est douloureux en tout cas pour ceux qui quittent ou qui sont dans l'obligation de quitter leur pays. Vous parliez de réfugiés, vous m'avez repris, je parle de migrants et j'entends les migrations. Qu'est-ce que dit Amnesty International sur cette question de la générosité, puisqu'il est question dans ce rapport d'une forme d'égoïsme des pays riches et d'une forme de générosité des pays qui n'ont pas forcément les moyens et qui accueillent, je pense à la Jordanie, je pense au Liban, qui accueillent énormément de réfugiés. Qu'est-ce qui se passe dans les pays riches? Alors, je vais être clair, on ne parle pas de l'égoïsme des populations des pays développés ou dits riches. On parle de l'attitude égoïste des dirigeants politiques qui, alors qu'il y a un déséquilibre énorme dans l'accueil des réfugiés dans le monde aujourd'hui, la moitié des 21,2 millions de réfugiés dans le monde sont accueillis par 10 pays qui sont parmi les plus pauvres de la planète en voie de développement. Ouais. Le Liban, typiquement, un quart de sa population est composée de réfugiés. Si on rapportait ça à l'échelle de la France, ça ferait 17 millions de personnes réfugiées en plus par rapport à notre population actuelle. Pour donner un ordre de grandeur, on en est loin avec 100 000 ou 80 000 demandeurs d'asile par an. Donc nous visons en fait l'égoïsme des dirigeants qui laissent finalement les pays les plus pauvres, les moins outillés, dont les capacités d'accueil sont saturées, gérer des millions de personnes qui ne sont plus en mesure de protéger. Par conséquent, ils prennent des mesures de rétorsion, ils les renvoient vers leur pays, ils les soumettent au danger, ou alors ces personnes prennent le choix horrible de mettre leur vie en danger pour finalement tenter de la sauver, traverser la Méditerranée, 4000 morts l'an dernier. C'est ça que nous pointons du doigt. Il y a un déséquilibre mondial et ce que l'on entend, c'est de l'agitation, c'est du dénigrement et des tentatives de repousser le problème le plus loin possible sans prendre le temps d'expliquer aux populations le contexte mondial, ce qui nous semble essentiel aujourd'hui pour tenter d'apporter des solutions concrètes. Donc il y a une caméra, il y a un focus mondial qui est lancé par Amnesty, puis il y a un travail mené par les députés ici à l'Assemblée qui se sont appuyés sur ce rapport de 2014 et dans le cadre de l'expertise de la commission d'évaluation et de contrôle, vous êtes intéressé à ce sujet. On est égoïste ou pas? Est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que les dirigeants français sont un peu embarrassés? Comment vous voyez les choses, vous, Arnaud Richard? Et je crois qu'il serait temps que la France se parle à elle-même sur ce sujet. D'avoir un vrai discours de vérité, sans anathème, sans amalgame, comme le fait M. Philippot, sans généralisation. Évidemment, c'est difficile. C'est difficile d'accueillir des gens qui viennent des quatre coins du monde, monsieur l'a fait dans sa ville, des gens qui sont des hors-saints, qu'on vous impose souvent par l'État, mais c'est l'honneur et le devoir de la France. La question ne se pose même pas, monsieur. La question ne se pose même pas. Qu'ont fait les pays à la Deuxième Guerre mondiale? On se pose ce genre de questions? On en vient à se poser ce genre de questions? Mais c'est une honte de se poser ce genre de questions, monsieur Philippot. Voilà, c'est une honte. Vous êtes UDI, c'est ça? Élu UDI. La question ne se pose pas en ces termes. La question dans se pose... les assemblées où vous siégez avec l'UMP, la question se pose. La question se pose officiellement, normalement pour l'UDI. Vous êtes peut-être en dissidence avec votre propre parti, mais il se trouve que la question se pose. La question se pose dans le respect des droits humains, monsieur Philippot. Voilà. Si vous vous posez la question de faut-il accueillir des gens qui sont en demande d'asile parce que leur pays est en guerre, moi, je pense qu'il faut que vous vous posiez la question de savoir si vous êtes démocrate ou non. Réponse Laurent Philippot. C'est une question autour de la démocratie, de la générosité. Bien sûr. Les Français ont du cœur, on vient de l'entendre, et vos électeurs en ont probablement, au-delà de cette campagne que vous menez sur ces communes sans migrants. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils vous disent, mais moi je peux pas laisser quelqu'un dans la souffrance, il a quitté son pays parce qu'il est en guerre, l'Afghanistan, la Corne d'Afrique. Comment vous faites? On érige des murs? Comment on fait concrètement? Écoutez, moi je pense qu'il faut sortir de ces postures morales si on veut voir, s'aveugler, ne pas voir le problème de l'immigration massive en France. On peut continuer comme ça. Pas de problème. Je veux dire, on peut continuer de dire que tout se passe très bien, que c'est formidable, c'est juste une question de cœur. Moi, je dis les seuls dirigeants égoïstes, c'est vrai que vous avez raison, les seuls dirigeants égoïstes que je connaisse, c'est ceux qui vous expliquent, ce qui n'est pas notre cas, à longueur de plateau et de journée, qu'il faut accueillir des migrants et qui n'en prennent pas leur part. Il faut les accueillir, mais dans les quartiers des autres, pour les Français qui, eux, vivront les centres d'accueil de demandeurs d'asile, qui, eux, vivront les hôtels dans lesquels des migrants arrivent, etc., etc. Mais ce ne sont pas les ministres qui vous font des leçons, et
les autres qui les vivront et qui en accueilleront chez eux. Ça, jamais. Donc là, effectivement, il y a un égoïsme, mais il faut être cohérent avec soi-même. Moi, je considère que une immigration massive est un problème monumental dans notre pays. Et je suis démocrate, monsieur, je le suis tellement que je suis le seul sur ce plateau à demander un référendum, c'est-à-dire à respecter notre constitution républicaine, à demander un référendum, à demander même des référendums locaux dans les communes, même consultatifs. Les élus qui font le choix de l'accepter. Mais respectez le peuple, monsieur. De quoi avez-vous peur? Si vous êtes sûr de votre fait, si vous estimez qu'effectivement les Français ont plus de cœur que moi, mais ils vous suivront dans les référendums et je me tairai, je respecterai, contrairement à M. Sarkozy, je respecterai le choix des référendums et des Français. La question, M. Philippot. On peut Dans une commune, et Jean-Jacques Thomas. Quelle est votre question? Allez-y. c'est simple. Si on le fait au niveau national, Alors, allez-y. comme l'a fait la Hongrie, on peut demander si la France accepte les quotas de migrants définis par l'Union européenne. De réfugiés, je suis désolé, de réfugiés. Non, réfugiés, c'est si votre dossier a été accepté après une procédure. Pour réfugiés, il s'agit de ça pour les 75% d'autres protections Migrants, permettent de partir beaucoup dans un de autre clandestins d'ailleurs, etc. Alors il y a l'immigration légale et l'immigration clandestine. Et pour le reste, donc soit les Français disent oui, formidable, soit ils disent non. Et moi je pense qu'ils diront non. Ça n'a pas marché en Je Hongrie. pense qu'il dirait oui. En Hongrie, ça n'a En pas vrai, marché. ils ont dit non à 98,3%, mais ils n'ont pas sauf qu'ils n'ont respecté pas atteint le quorum leur des propre 50. quorum Mais oui. constitutionnel. Bon, ça, ce On sont leurs règles. connaît. Mais en France, il n'y a pas de quorum. Bon, terminé, Mais Jean-Jacques c'est Thomas. référendum local. Dans notre commune, il est prévu que C'était nous tenté accueillions par un maire, demain, d'ailleurs. je sais pas, 15 familles, 40 familles, 6 familles, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou pas? Et soit les habitants disent oui et on les accueille, soit ils disent non. Mais je vois pas en quoi le peuple vous fait peur. Et surtout, je ne vois pas pourquoi vous ne voulez pas voir la réalité. le peuple Je veux dire, fait j'ai pas inventé le peuple la ne fait pression pas peur. économique et sociale Le de peuple- l'immigration. C'est pas moi qui ai inventé les On va y emplois à venir. 80 C'est pas centimes moi. de l'heure en C'est- Allemagne réservés aux migrants. 80 centimes de l'heure, c'est de l'esclavage. Jean-Jacques Thomas, allez-y. Oui, parce que cette histoire de la peur. Là, Florent Philippot lance un débat et on va l'avoir Oui, mais- sur l'enjeu économique de ces migrants parce qu'il y a des rapports. Je dis que cette vague est voulue par le grand patronat. L'histoire de la peur, on la connaît. Ça l'arrange bien. C'est en 1936-39, on nous disait, vous vous rendez compte, les réfugiés espagnols, dans leurs valises, il y a forcément des communistes, vous vous rendez compte, des anarchistes, c'est ouais. terrifiant. Et puis en 62, on a dit, mais les harkis, surtout pas, parce que vous imaginez, il y a peut-être des gens du FLN dedans, etc. Alors, Les Belges. bon, 1 million de les Belges, les Polonais, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte, parce que moi, je veux bien qu'on donne des leçons. Je veux bien qu'on... Je fais pas de leçons, moi, je dis là, je regarde la réalité. Qu'on nous dise, mais vous êtes en train de sortir une charte, ma ville sans migrants. Je D'accord? l'évoquais tout à La l'heure. commune sans migrants. Oui, d'accord, Oui, très nous, bien. on assume. Donc, Nous n'avons pas été élus pour mettre des centres de demandeurs d'asile partout. Allez au bout, allez au bout. Sauf que à Et Villers-Cotterêts, Jean-François Dubos. ville que vous connaissez, qui est dirigée par un élu du Front National, Oui, Franck Briffaut. Franck Briffaut. Ouais. Eh bien, vous avez 42 migrants. Il n'a pas le choix. Et Il a pas le choix. et oui, mais alors, soit votre charte ne sert à rien, soit elle est inopérante, Elle fait le débat, manifestement. C'est déjà soit effectivement, il y a un risque. Et à Villers-Cotterêts, apparemment, les gens peuvent encore sortir seuls le soir. Il n'y a pas eu de crime. Les 42 migrants n'ont violé, n'ont tué personne. Donc c'est chez vous. Pas dans n'importe quelle autre ville socialiste, UDI, C'est etc. l'État qui décide. Eh bien, oui, mais vous avez à Villers-Cotterêts des migrants qui sont là, vous avez des réfugiés de guerre, vous avez des gens qui vivent. Parce que quand on voit aussi à Calais, Faut mais aussi, non, oui, mais faut quand on aussi voit, tuer attendez, ce- quand on voit, Terminé, et Jean-François Non, non, Dubos. quand on voit à Calais, 93% des quand migrants, on c'est voit à faux. Calais des petits garçons, des petites filles de 6-7 ans qui viennent d'Érythrée, qui viennent de Syrie, qui sont abandonnés, on les laisse comme ça? Qui fuient On la les laisse- pauvreté, d'ailleurs. On les laisse comme ça? Monsieur. Non mais regardez-moi, on les laisse comme ça? Monsieur, est-ce que On les laisse comme ça? Vous êtes allé à Calais? est-ce que, oui, je suis déjà allé à Calais. Oui, mais- Est-ce que vous avez déjà Une vu, réponse monsieur, courte, Jean-François Dubos. est-ce que vous avez entendu parler de ces routiers qui se font dévaliser la nuit Oui, mais- pour mais- qu'on passe? Ça vous intéresse pas? Non, mais Est-ce que on vous peut avez entendu faire de ces commerçants Non, de Calais? non. Est-ce Et moi, que je vous parle avez des vu les petits enfants. manifestations de riverains? Je parle aussi de Mais ces qui est hommes et de ces responsable femmes. de cette politique, mais monsieur qui est responsable aussi de Qui est rejeter? responsable de la destruction d'ériger des du murs? Moyen-Orient? Mais c'est vous, c'est la peur. C'est la même peur. Est-ce que vous seriez Je vais du vous côté répondre après, de mais- ces gardes qui auraient refusé aux réfugiés espagnols de passer la frontière? Est-ce que vous auriez été de ces gardes qui auraient empêché les harkis de monter dans les bateaux? Enfin, ça n'a pas été facile. Attendez, juste Ben Jean-François oui. Dubos, Non, un non, je vais chiffre. répondre à monsieur. Vous allez répondre un Non, non, chiffre. je réponds, je Tout de laisse suite, à- rapidement, s'il vous plaît. Ils ont à peu près le même discours, mais je pense. Non, pas l'amnistie, parce qu'amnistie, il a des chiffres, c'est intéressant. À peu près. Mais non, c'est mais pas grave, attendez. ça me singularise un peu. Mais si vous voulez, je pense que, monsieur, je pense d'abord ce que disent les riverains, les commerçants, les routiers de Calais, vous en moquez complètement, ça n'a aucune importance. Et- L'effondrement économique de la Laissez-le ville, finir, ça n'a finir. aucune importance. Deuxièmement, j'ai pas rêvé. Il y a bien eu des attentats en France le 13 novembre dernier, non? Ah, on y vient. 130 morts. Il y avait des migrants parmi les kamikazes. C'est la même. Et Daesh l'avait annoncé. même ficelle, Parmi le flux de bien migrants, sûr. nous allons infiltrer des Bien kamikazes. sûr. Je l'ai inventé ça ou pas, Bien monsieur? sûr.
Vous connaissez l'enquête réel mais minoritaire, oui, Florian Philippot. mais Un ça décimal, mais parce que factuel. nous avions fait des débats avant le 13 novembre et nous disions attention, Daesh l'a annoncé dans ses publications, ils Tous les vont réfugiés infiltrer de des guerre ne sont pas kamikazes. des terroristes. Tous Non, les mais réfugiés il de y guerre, en a, monsieur. Mais bien Et sûr. je n'ai jamais dit qu'il l'était tous, mais il y en Jean-François a. Dubos. Par ailleurs, sur le fond de l'affaire, qui a détruit? Pourquoi il y a ce flux de migrants? Faut quand même venir. Ça vient pas comme ça d'un coup du ciel. Il y a eu une destruction de la Libye par Nicolas Sarkozy, approuvé par le Parti socialiste en 2011. Le PS a suivi Sarkozy et BHL. Il y a eu une destruction du Moyen-Orient. On voulait même détruire l'État syrien il y a quelques années. Donc, faut pas s'étonner après cela si on a laissé les clés des pays de ces pays-là aux djihadistes. Alors, attendez, on et fait pas aux le débat sur la passeurs, géopolitique. et aux mafias. Parce Juste- que les personnes dont vous parlez, elles sont dans les mains des Florian mafias. Philippot, vous trouvez que m'autorisez c'est humaniste à comme donner la projet? parole. Moi, je Non, trouve non, que non, ça n'est non. pas humaniste. Non, Jean-François Dubos. Alors moi, je voudrais qu'on les aide là-bas. Voilà. Je voudrais qu'on reconstruise les États. Jean-François qu'on puisse les aider là-bas avec Dubos. le HCR, avec je le... peux La faire question, commencer le boulot la de question donner du, des ponts plutôt la que des question murs. du retour est importante. Juste sur un chiffre important, vous allez me le confirmer. Ces réfugiés, ça ne représente que 0,3%. En fait, hein. C'est pas une invasion massive, juste pour nous donner un ou deux chiffres pour ceux qui nous regardent. Non, C'est mais important. 0,3%, Et Arnaud et je Richard. répète que la moitié de ces 21 millions sont dans des pays qui ne sont pas développés, qui ne sont pas en Europe. Encore une fois, 28 États membres de l'Union européenne ont accueilli 1 million de réfugiés l'an dernier, je dis bien réfugiés vu les nationalités, et alors que le Liban, 4 millions, en a accueilli quasiment autant, si ce n'est plus, de réfugiés. Donc C'est on pas voit un la exemple. disproportion. Ben, c'est un exemple Liban, en termes de excusez-moi, disproportion. On voit l'exemple en c'est la termes de situation charge. libanaise, Excusez-moi. On voit justement. la C'est pas situation- extraordinaire, je souhaite pas cet avenir-là à la France, vraiment pas. Mais non, mais donc si on veut sortir Je de souhaite ces pas la débats-là libéralisation de la sans fin qui sont soit trop centrés au niveau national, soit alors de géopolitique générale, Oui. il faut quand même trouver une solution. Il y a pas Parce d'issue, que là, là. nous sommes sur une crise qui dure depuis 3 ans. Il n'y a aucune raison que cette crise s'arrête. Mettre fin à des conflits, ça se fait pas du jour au lendemain. Développer un appui aux pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés, ce n'est pas possible. La preuve, depuis des années, les fonds destinés à aider les réfugiés au Liban ne sont remplis, versés par les États qu'à hauteur de 50%. On n'arrive pas à passer la barre des 50%. Ça signifie concrètement que les personnes qui vivent au Liban aujourd'hui sont obligées de mettre au travail leurs enfants pour payer les loyers parce qu'ils n'ont pas d'autres logements disponibles. Il n'y a pas Conditions d'aide de la sanitaires communauté très internationale. difficiles. L'avenir est bouché tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience que les États qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés aujourd'hui ne sont plus en capacité de le faire. Il faut une répartition à l'échelle mondiale. Ça, d'un c'est une certain des nombre de propositions que vous faites dans le rapport. oui, je en pense qu'il fonction est du temps de passer à des PIB. propositions concrètes plutôt que de se focaliser sur le constat. C'est ce que nous disons à Amnesty International. Nous apportons des propositions concrètes. Nous allons les porter à la connaissance Dites de pas l'ensemble des quota, hein, parties. j'ai bien lu, il n'y a pas le mot quota, mais l'idée c'est qu'en fonction du PIB, la pondération économique, il faut que les pays prennent leur C'est charge. un système parmi d'autres et qui concerne 1,2 million de personnes par an selon les estimations des Nations Unies, c'est-à-dire 1,2 million de personnes réfugiées qui, si elles restent aujourd'hui, soit périssent, soit vivent dans des conditions inhumaines. Oui. On pense aussi évidemment à toutes celles qui meurent en voulant rejoindre Lampedusa, en quittant la Libye comme des esclaves. Sûr. Arnaud Richard, sur l'enjeu, et vous avez travaillé sur ce sujet, il y a un enjeu important qui est l'enjeu administratif, la lourdeur administrative. Qu'est-ce qui se passe pour un homme ou une femme qui arrive en France? Il est pris en charge, il y a des traducteurs, il doit justifier d'un logement alors qu'il n'en a pas. Enfin, il y a une multitude de contraintes très lourdes. Est-ce que vous avez réussi à faire avancer sur ces, Alors, d'abord, il faut sur ces questions comprendre- qui sont très concrètes? Monsieur Philippot, qui est diplômé de l'ENA, va bien me comprendre que le dispositif est complexe, je vous l'accorde. Ah oui, c'est C'est le moins complexe. qu'on puisse dire. La loi de 2015 a amélioré les choses, Accélérer les délais. accéléré les délais, Oui. des délais qui étaient indécents même pour les gens. On était à 2 ans, 3 ans. On est Là, quoi, à arrive 9 à peu mois près à 15 mois. 15 mois. 15 mois. D'accord. L'objectif étant de 8 mois. C'est ça. La difficulté qu'on a, c'est qu'en 1990-91, vous m'arrêtez si je me trompe, nous avons eu une vague. Voilà. Et le Premier ministre, qui était Michel Rocard, qui a été élu de ma circonscription, je vais me permettre de citer, a dit « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Fin de la phrase, mais il y a une suite, elle hein. doit y prendre sa juste part. À l'époque, on a essayé de fermer les vannes en interdisant aux demandeurs d'asile de travailler. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de travailler au bout de 9 mois. C'est intenable, hein. Ce qui est intenable. Voilà. Ce qui est intenable. Voilà. Ce qui est intenable, puisqu'on les met dans une situation de leur interdire de travailler, et donc malheureusement, c'est Travail intenable illégal. à justifier, on leur donne une allocation parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Après, la loi a largement mis en place des guichets uniques. Honnêtement, cette loi a été utile. Simplement, elle a été mise en œuvre, et c'est une retranscription d'une directive européenne, M. Philippot, Je sais. un peu tard, il faut dire les choses. Donc, Et donc elle est arrivée alors que, je ne sais pas si on peut appeler ça poussée. la vague ou la crise. Et était syrienne, là. Et donc, même si la loi était très utile, il faut encore plus de moyens. Encore plus de moyens. Et le gouvernement a donné des moyens supplémentaires à l'OFPRA, à l'OFI et à la CNDA. Il faut encore plus de moyens pour gérer cette crise. D'abord parce que nous sommes au début du voyage. La crise ne fait que commencer.
que les pays limitrophes ont pris énormément de la part, Monsieur Philippot, et donc que vous agitez le chiffon rouge, c'est même pas un chiffon rouge, c'est un drapeau rouge qui vous va le mieux, alors que la crise, et somme toute, il faut le dire aux Français, n'est pas là. Nous avons pris notre part. Enfin, c'est effrayant ce que vous dites. Hein. Substance. C'est devant nous la crise. Bien sûr, elle est devant nous. Donc il y a un moment, il faut faire preuve de responsabilité, ce que ne fait pas Monsieur Philippot, en réglant les problèmes, en trouvant des solutions, en partageant la difficulté, Monsieur le maire le fait très bien, plutôt que de laisser des camps comme ça. J'ai une question parce que le temps file très vite. Florian Philippot, et je la pose à vous quatre, évidemment. Il y a un enjeu, on a parlé de l'enjeu terroriste, de cette peur qui s'infiltre. Il y a un enjeu économique. Je voulais vous poser la question, moi j'ai lu quelques rapports, quelques études qui ont été... J'ai lu notamment, je crois que c'est celle de l'OCDE, qui dit que finalement l'apport des réfugiés, c'est bon pour le PIB européen, ça a permis de l'améliorer, je vous vois sourire. Est-ce que ces hommes ont leur place économiquement? Vous nous parliez tout à l'heure d'une forme d'esclavagisme détourné de l'Allemagne qui utilisait à bas coût une main-d'œuvre facile. C'est un risque. Est-ce que c'est un risque? Et est-ce que ces migrants, ces réfugiés, lorsqu'ils parleront la langue du pays où ils s'installent, sont utiles pour le pays où ils sont installés? Oui, mais c'est pour cela que nous avons besoin à la fois d'humanité et de fermeté. C'est pour ça que lorsque je rends hommage au préfet, on a dans l'Aisne un préfet qui réunit les élus en disant mais comment ça se passe chez vous? Et puis, il va falloir, il y a 9000 réfugiés de guerre, réfugiés à Calais, 36 000 communes. Si chacun prend sa part, ça fait 4 réfugiés par commune. Dont la moitié veulent partir en Angleterre. Oui, pas tous. Mais de dire, on se met autour de la table et on regarde ce qui est possible de faire. Comment on peut accueillir? J'ai expliqué que si on réquisitionne ou si on récupère des anciens, on a vu tout à l'heure une gendarmerie, locaux vacants. Mais on a vu des locaux vacants, il en existe beaucoup. Mais par contre, il faut surtout les associations qui vont accueillir. Et moi, j'étais étonné. C'est pas ma question. Hein. Est-ce qu'économiquement, vous, le maire, vous dites, tiens, je les embauche dans ma municipalité parce que j'en ai besoin, parce que c'est utile. Non, mais là, on peut pas dire non plus que les 1000 € qui sont donnés par an et par réfugié dans une commune, c'est ça qui va bouleverser le budget. Ça n'existe pas. Par contre, le fait de éviter, surtout la première des choses, c'est éviter que des filières illégales prennent en charge. C'est passé à Calais. On crée des filières légales, administrative, politique le cas échéant, mais administrative sous la conduite des préfets, parce que si on le fait pas, là on va se préparer des choses terribles. Donc quoi, un appel d'air, l'idée que... Bien sûr. D'accord, non, mais c'est important de l'entendre. Vous allez répondre côté Amnesty, vous en pensez quoi? Parce qu'il y a ce débat de se dire, d'une manière très cynique, après tout, ces réfugiés, ces migrants, on en a besoin sur le plan économique. Ils viennent pourvoir des emplois qu'aujourd'hui, bien, ceux qui sont dans le pays d'origine ne veulent pas faire, et c'est bon pour notre économie. Eh oui. Ça consiste à dire que les Français sont des feignants. Et que... Mais non, j'ai pas du tout dit ça. Il y a une réalité d'emploi non pourvue aujourd'hui. Oui. Il y a aussi 6 millions de chômeurs, surtout. Mais si vous voulez, je pense que c'est sans fin. Vous l'avez dit vous-même, toujours plus. D'abord, votre logique, elle est sans fin. Donc on va en permanence répartir une jungle qui va se re-remplir à chaque fois, c'est le tonneau des Danaïdes, puis on va la re-répartir, puis elle va se re-remplir, puis on va la re-répartir, etc. Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Jusqu'à saturation totale. Au bout d'un moment, il faut quand même réfléchir, et on va accepter, parce que dans ce lot-là, il y a des islamistes, hein, je sais que vous vivez dans un... J'ai pas dit qu'ils étaient tous islamistes, parce que je vous devance, mais il y a des islamistes, il y a des gens qui considèrent que la femme est un objet, il y a des gens qui considèrent que la femme doit être cachée dans les... Il y a des humanistes aussi. Il y a des gens... Oui, moi, vous savez, avant le 13 novembre, j'ai eu un débat avec Monsieur Huster sur une autre chaîne. Il m'avait dit, vous savez, parmi ces migrants qui arrivent... Comédien, hein, Monsieur Huster. Oui, tout à fait. Mais il a ses conditions, il a le droit, mais il m'a dit parmi ces... Il y aura peut-être le futur Montaigne. Et je lui dis, il y aura peut-être aussi le futur Koulibaly. Quelques semaines après, nous avions malheureusement les attentats du Bataclan et de Seine-Saint-Denis. C'est de l'anathème, c'est des formules. Non, mais prévoir les choses et éviter, simplifier, éviter de faire prendre des risques de mort à nos compatriotes. Je pense que c'est ça la noblesse de la politique. Ce n'est pas une politique. La noblesse de la politique, c'est d'éviter de faire prendre des risques à nos compatriotes. Faire peur aux gens, ce n'est pas une politique. C'est pas leur faire peur. J'ai pas besoin de leur faire peur, monsieur. Ce n'est pas une politique. Les attentats qui ont eu lieu, je les ai pas inventés. Hitler est arrivé par les élections, faut pas non plus l'oublier. Alors, je vais répondre à ce concert. On vous dit que vous agitez le chiffon rouge. UMPS. Ah, ça faisait longtemps. Longtemps qu'on l'ait pas. C'est plus dur à faire avec l'UDI. Nous ne surfons pas sur les peurs, nous sommes réalistes. Il y a des attentats en France. Il y a un risque islamiste. Il y a un communautarisme en France. Il y a des déficits économiques et sociaux en France. Il y a des quartiers qui deviennent des zones de non-droit en France. Il y a tout cela, ça existe. Et là, vous n'avez pas l'impression il y a même des riverains, monsieur, qui sont pas très heureux d'avoir un centre d'accueil de demandeurs d'asile au fond de leur jardin. J'en connais personnellement à Forbach. Voilà. Et qui ont le droit, qui sont des citoyens français comme les autres, qui ont le droit de pas être contents, qui ont le droit de vouloir
avoir un autre cadre de vie. Maintenant, je veux dire, cette logique, elle est sans fin. Économique. Deux, oui, c'est bon pour le PIB des passeurs. Vous parliez d'Allemagne tout à l'heure. Et c'est bon pour le PIB des grands patrons qui font, je l'ai dit, en Allemagne, des boulots à 80 centimes d'euros de l'heure pour les réfugiés. Ça s'appelle de l'exploitation. Mais c'est bien parce que l'immigration, on le sait, depuis que ça a été organisé massivement en Europe depuis les années 70, on avait à l'époque Monsieur Bouygues père qui nous avait expliqué à la télévision que c'était formidable, ça lui permettrait d'avoir une main d'œuvre docile, bon marché, etc. Ça c'est le projet cynique de l'immigration. Ce qui explique que c'est toujours soutenu à la fois par les associations, mais en même temps par le MEDEF. Le MEDEF et le grand patronat européen sont toujours à fond derrière l'immigration massive. Ils en ont besoin. Ce n'est pas pour une baisser. immigration massive, monsieur. Non, rien. En France, il n'y a pas d'immigration massive. Nous avons rêvé. Là, vous êtes trompé d'émission. Non, mais il n'y a pas d'immigration massive. Qui sont sur les routes parce que leur pays est en guerre, monsieur Philippot. Alors, deuxièmement, et ça, nous sommes à côté d'un pays, l'Allemagne, qui a accueilli 1 million de migrants l'an dernier, et nous n'avons pas de frontières à cause de votre Europe, à cause de votre Schengen, avec ce pays. De retrouver nos frontières nationales. Au niveau économique. De retrouver nos frontières nationales. Jean-François Dubost. Non, je voudrais juste finir ça, le raisonnement. Donc retrouver bien sûr des frontières nationales et rapidement, donc sortir de Schengen. Dans chaque rue aussi. Ça veut dire que ce que vous proposez quand on est maire, ce que vous nous proposez. Vous avez honte des frontières nationales, c'est les frontières de votre pays, la France. Je suis Monsieur Philippot. Je prends un arrêté municipal et je dis au boucher ou au charcutier, Monsieur le boulanger, vous ne vendez votre baguette qu'aux habitants de la rue et au charcutier votre saucisson qu'aux habitants de la rue. Voilà, on est obligé de tomber dans le débat caricatural un peu. Mais non, mais je suis à votre niveau. Non, je finis mon raisonnement. Allez-y, parce que Jean-François Dubost attend et regardez poliment. Alors vous dites, il y a la guerre. Déjà, ils sont pas tous réfugiés de guerre. Bon, sinon il y aurait pas 75% d'hommes parmi les adultes. Il y aurait pas 75% de déboutés, je suis désolé. Il y aurait pas oui. 75% d'hommes parmi les adultes si c'était la guerre. Vous auriez à parité hommes et femmes des familles. Deuxièmement, si, bien sûr. Deuxièmement, et il y a l'exil, c'est évident. Ça fait aussi partie de l'immigration économique et sociale classique. Bon, j'ai même vu Pour la Sarkozy Syrie, qui voulait, l'Érythrée, le Soudan, j'ai même c'est vu difficile. Sarkozy qui voulait étendre le droit d'asile aux personnes qui habitent dans des pays en guerre ou des régions en guerre. C'est déjà le cas. Ça concerne 280 millions de personnes dans le monde. Non, s'il y a des critères, c'est plus strict que ça. Alors, ceci dit. Terminé parce que Jean-François Dubost va s'exprimer. Il faut donc résoudre le problème à la base. Reconstruire là-bas une paix. Et moi, je suis pour qu'on travaille avec l'ONU. Oui, mais ça se fait pas en 2 jours. Je suis pour qu'on travaille avec le HCR. Et nous étions le seul parti politique à nous opposer à la guerre en Libye en 2011, qui a mis au pouvoir les djihadistes, la charia, et qui a laissé les clés aux passeurs d'immigration massive. Il aurait fallu nous écouter, mais maintenant, tant pis, c'est fait. Mais maintenant, il faut reconstruire cet État. Les Français interviennent, si j'ai bien lu la Non, mais il faudrait reconstruire un État solide. Sinon, on n'y arrivera jamais. Jean-François Dubost. Si on ne reconstruit pas un Moyen-Orient solide, une Syrie, qu'on respecte dans son intégrité, si on ne combat pas réellement l'État islamique, je veux dire, au bout d'un moment, ça sera sans fin, et dans 10 ans, on sera encore là, et on nous expliquera qu'il y a quelques millions de réfugiés supplémentaires à répartir. Mais c'est pas une solution, ça. Qu'est-ce que vous nous répondez avec le travail que vous menez sur ces populations, pour répondre peut-être à certains points sur l'idée que c'est d'abord une immigration en partie économique et sociale, et que c'est pas qu'une immigration de guerre. C'est quoi la répartition? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Érythréens, beaucoup de Soudanais, on l'a vu dans les centres d'accueil, des Afghans. Mais là, une pression de réfugiés incroyable, et des Syriens. Selon les statistiques tenues par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur les traversées de la Méditerranée, une des routes principales d'exil vers l'Europe, on y meurt. Pour 50% d'entre eux sont des enfants ou des femmes. Je précise, parce que les familles aujourd'hui sont obligées de partir, alors qu'au début, effectivement, ce n'était que des hommes, parce que c'est souvent le père qui part en premier ou le frère qui part en premier pour ouvrir la voie et tenter d'obtenir quelque chose qui permettra à sa famille de revenir et se mettre à l'abri. Eh bien, le HCR nous dit que les 10 principales nationalités correspondent aux 10 pays qui produisent, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais c'est l'expression utilisée par l'ONU, les réfugiés dans le monde. Donc il y a une corrélation évidente aujourd'hui, précisément à cette époque, entre la situation des conflits, des persécutions, l'Érythrée, dictature, la pire dictature de l'Afrique quasiment, le Soudan, Sud-Soudan, des pays en guerre, des persécutions. L'Éthiopie qui accueille des réfugiés, on l'a vu sur la carte tout à l'heure d'ailleurs, par ailleurs. La Somalie, l'Afghanistan, dont on voit arriver un nombre plus croissant de réfugiés, parce que la situation se détériore à l'abri des regards des politiciens. On parle souvent des Syriens, parce qu'il y a effectivement cette guerre en Syrie, mais on oublie les Afghans qui sont toujours très présents et très nombreux. Et ce qui est terrible sur les Afghans, moi j'ai demandé à ces jeunes, ils ont entre 19 et 27 ans, pourquoi vous avez quitté votre pays? Hormis un étudiant à Kaboul, les autres étaient coursiers, bergers, pompistes, etc.
soit ils étaient du côté des talibans et ils avaient le gouvernement qui leur tombait dessus, soit ils étaient du côté du gouvernement et ils avaient les talibans qui leur tombaient dessus. Deux cymbales permanentes. S'ils sont du côté des talibans, c'est pas très rassurant pour nous. Terminé. Non, mais toute la moi, question ils ont aujourd'hui. quitté, ils n'étaient pas du côté des Laissez-le talibans. terminer, Jean-François. Non, mais parce Merci. que Toute la parmi les question- Syriens, toute la parmi les question réfugiés aujourd'hui, syriens, il y a aussi des islamistes. toute la question aujourd'hui, C'est quand même inquiétant. Jean-François Dubos, toute la question Arnaud en pleine Richard. période de crise, il faut savoir changer de système. Or, aujourd'hui, c'est ce que nous appelons. On peut effectivement promouvoir, et il faut promouvoir la paix dans les pays, le respect des droits humains par tous les pays d'origine, effectivement, des réfugiés. Mais ça, c'est par décennies que ça se calcule. Avant que ça n'arrive et que ça produise des effets, que les personnes puissent se sentir chez elles et pas persécutées. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui sont sur des embarcations, quelles que soient les mers du monde? Qu'est-ce qu'on fait de ces filles qui sont mariées de force pour soulager le poids que supporte la famille parce qu'ils n'ont plus d'argent pour financer son entretien en Jordanie et au Liban parce qu'ils sont obligés de payer en travaillant au noir leur logement? Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont bloquées dans des camps depuis des générations et qui n'ont pas d'autre perspective que soit retourner vers le danger en Somalie, au Kenya, ou reprendre la route de l'exil et mettre leur vie aux mains des passeurs? Donc c'est ça la question que les politiques doivent aujourd'hui résoudre. C'est concrètement, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on met en place pour que l'on évite de voir sur les écrans et dans les journaux ces personnes qui s'échouent sur nos plages ou d'autres plages du monde? En fait, on peut voir à long terme, mais aujourd'hui, la question humaine, elle se pose à court terme. Quelles sont les solutions? Certainement pas de juste fermer les barrières et de tourner le dos. Je voulais juste vous montrer cette image, elle est très courte. C'est quelques images de François Hollande qui s'est rendu à Calais. C'était un événement assez rare, c'est que le président Hollande n'était pas allé dans la jungle, comme on dit, et il a fait une annonce claire qu'il n'y aurait donc plus de cette zone bidonville qu'on appelle la jungle, où s'entassent 8000, 9000 migrants. Elle avait été en partie démantelée et puis elle s'est recréée. Voilà le président de la République. Écoutez ce qu'il a dit, puis j'aimerais vous entendre évidemment juste après. Le gouvernement donc prépare le démantèlement de la lande de Calais et il ira jusqu'au bout. Alors, ça fait écho à ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2002, je crois. Sangatte, le hangar de la Croix-Rouge, il avait créé cette jungle, d'abord 600, puis 1000, puis 3000 et aujourd'hui 9000. Arnaud Richard, concrètement, est-ce que cette proposition-là, elle vous semble être dans un esprit électoraliste à 7 mois d'une présidentielle, ou est-ce que vous dites, oui, j'y crois, on va raser ces baraquements et on va réimplanter ces hommes, ces femmes, ces enfants dans des villages de France et tout va bien se passer? Tout va bien se passer, je ne sais pas, mais enfin, c'est normal que le président de la République, le gouvernement, essaye de résoudre le problème de Calais. Il n'est pas normal que l'Île-de-France et les Hauts-de-France prennent 60% de la part de l'accueil. C'est pas possible. Il y a un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Voilà. Le président de la République a proposé ce qui n'avait jamais été proposé jusqu'à présent, ce que dit monsieur au niveau européen, c'est-à-dire qu'il y a une part de prise de la part dans chaque région de France. Voilà. Quand vous allez voir dans les régions, vous avez 1000 demandeurs d'asile qui viennent. Dans une région, ça veut dire où il y a 12 départements, ça veut dire 100 personnes par département. Tout d'un coup, le problème devient bien moindre. Et c'est pas une concentration d'hommes et femmes. Bien moindre. Et tout d'un coup, monsieur Philippot, ses arguments vont être mis à mal. Parce que tout d'un coup, si on associe les maires, si les assos sont là pour les prendre en charge, il y a quelque chose qui va se nouer. Enfin, je suis désolé, monsieur Philippot. Tout le monde ne Philippot. parle pas comme vous à droite. Enfin, je veux pas. Et je m'en fous. Voilà, tout le monde parle tout le monde pas ne comme dit moi à pas droite. ça. Mais moi, je pas grave. remercie monsieur parce qu'il dit la vérité de ce que fait l'UDI-UMP. Voilà, il n'est pas dans l'enfumage électoral. Ça, c'est pas mon genre. Comme d'autres. Et c'est bien, c'est honnête. J'ai tendance à prendre mes responsabilités, Mais monsieur tout à Philippot, fait. et à pas raconter n'importe quoi aux Français. Mais vous dites exactement ce qu'a fait Sarkozy. Sarkozy a fait encore plus d'immigration que Jospin. Je pense que c'est bien que les Français le sachent, parce que c'est vrai que la primaire invite à des propos qui sont autres. Mais je comprends pas. C'est contradictoire ce que vous dites, parce que vous venez d'expliquer avant, et on l'entendait par cette maire socialiste avant dans le reportage, que ce sont des richesses. C'est une richesse humaine extraordinaire. C'est ce que disait la maire UMP de Calais il y a 2 ans encore. Elle a changé d'avis depuis. Mais alors donc, vous devriez être heureux d'avoir un maximum de richesses à partager. Je vois pas pourquoi à ce moment-là vous lamentez du fait qu'il y en ait beaucoup en Ile-de-France et dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Parce que c'est difficile. Parce que ce sont des richesses. Donc plus il y en a, plus vous devriez être heureux. C'est difficile de les accompagner. Voilà, c'est pas un fardeau. Selon vous, ce sont des richesses. Donc, et demandez-en un maximum. Femmes, monsieur Philippot. On parle pas de marchandises. C'est vous qui venez dire 100 par département, etc. Marchandiser les hommes et les femmes. Quand on dit 100 par département, c'est ce qu'on fait. Il reste peu de temps. Oui, en 2002. Vous êtes contradictoire. En 2002, le Nicolas grand Sarkozy dit Sangatte. je démantèle Sangatte. Des pelleteuses, on fait tout tomber. Et puis on crée des squats dans la ville, etc. ça. C'est toute la différence. C'est aujourd'hui, oui, il faut démanteler. Oui, il faut quitter, fermer la jungle, etc. Mais il faut pouvoir accueillir. Parce que si on ne donne pas à ces hommes et à ces femmes la possibilité de pouvoir rêver, de pouvoir vivre, de pouvoir faire vivre leur famille, de pouvoir les laisser en vie,
Mais ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, la seule possibilité qui leur sera donnée, ou que d'autres vont récupérer, c'est de leur donner des armes. Et c'est ça aussi le terrorisme. C'est ça aussi le terreau, c'est la misère. C'est un peu la même chose que ce que fait le Front National. Plus les gens sont dans la misère, et plus ils se disent, il faut après le grand remplacement, c'est-à-dire si jamais on renvoie des immigrés, vous aurez des emplois pour votre père ou pour vos enfants. Et maintenant, c'est le grand départ. On renvoie tout le monde dehors. Juste un mot avant de nous quitter, c'est un mot important. Barack Obama, dans le cadre de la campagne américaine, a annoncé, c'est vrai que ça a fait frémir, évidemment, j'imagine Amnesty, une attaque sur Mossoul, en expliquant qu'il avait déjà envisagé la préparation des camps de réfugiés aux abords de Mossoul. Ça veut dire que si Mossoul est attaqué, qui est la capitale de l'État islamique, c'est 2 millions de réfugiés qui vont arriver. Et j'avais envie d'additionner, Florian Philippot, ce qu'on appelle alors je sais pas comment vous les appelez, les réfugiés climatiques, c'est une immigration. Ah oui, là, non mais ça c'est des sujets qui sont. Ah bah oui, c'est pas le problème. C'est pas du tout les mêmes logiques. On est pas dans des exils rapides lorsqu'il s'agit de persécution et de conflits. C'est ce que nous constatons lors de nos recherches. La question des déplacés environnementaux, plus exactement, pour pas travestir les mots, les déplacés environnementaux, ça se joue sur des générations entières. Donc on n'est pas du tout, on peut pas. C'est pas le même calendrier. Non, pas du tout, absolument, ça n'a rien à voir. Mossoul, pour conclure ce débat. Je voudrais quand même rebondir sur ce que vous avez dit. Je n'accepte pas ce lien entre pauvreté et terrorisme. Je vous le dis tout de suite. Il est indigne. Il y a des départements extrêmement pauvres en France. C'est vous qui me dites ça. Non, c'est vous qui venez de dire ça. Mais s'ils deviennent trop pauvres, ils prendront des armes, puis on aura le terrorisme. Non. J'ai jamais dit ça. Réécoutez, vous avez une rhétorique qui est toujours la même. Vous faites croire que les gens ont dit des choses. C'est pas vrai. Je crois pas qu'il ait dit ça. Ah non. Si, il y avait quelque chose qui était pas clair là-dedans. Non, vous avez mal compris, mais je ne vais peut-être pas l'exprimer, mais vous avez surtout mal compris. Vous êtes Conclusion, Florian Philippot, s'il vous plaît. Si vous êtes mal exprimé, un dernier mot. Deuxièmement, je veux dire, j'ai pas vu, moi, tous ces débats-là quand il s'agissait de parler des 150 000 SDF qui, eux, sont dans les rues depuis des dizaines d'années. Là, on n'a pas de réquisition de logement. Là, on n'a jamais parlé, il n'y a jamais eu de débat. Rien. En 81. L'asile par l'hébergement d'urgence, vous voyez. Dernier mot, parce qu'il reste 10 secondes. On n'a pas entendu le gouvernement se mobiliser, Madame Cosse, etc., comme elle le fait aujourd'hui. On voit bien que l'UDI, l'UMP, Sarkozy, on parlait de Sangatte, le PS, c'est la même politique. Je pense qu'au bout d'un moment, si on veut arrêter avec ce qui est une folie en termes politiques, c'est une folie. Je vous le dis. Et nous irons vers des drames de plus en plus importants. Mais bien sûr. Non, mais il n'y a qu'un seul choix. Il n'y a qu'un seul choix. Je crois qu'il paraît évident politiquement à tous les Français. Le choix de Merci à vous quatre. Arnaud Richard, ce rapport, vous l'avez remis mercredi. Mercredi au président de l'Assemblée. Au président de l'Assemblée sur le site de l'Assemblée nationale. C'est un rapport intéressant parce que c'est une mission d'évaluation et de contrôle. On dit les choses. Et voilà, et des propositions aussi très concrètes sur l'accélération des procédures administratives et la question du travail aussi. Merci à Jean-Jacques Thomas, maire de l'Aisne, de cette commune rappelez-nous le nom de Hirson, 9500 habitants. Puis je remercie Jean-François Dubost, Amnesty International, qui va présenter un rapport traduit en français. Et les recommandations concrètes et précises dont on appelle de nos vœux les politiques sont sur le site amnesty.fr/iwelcome. C'est en anglais, on est une organisation mondiale. Absolument. J'accueille et donc on a tout le détail de ces recommandations très concrètes. Et merci à Florian Philippot, le vice-président du Front National, d'être venu sur ce plateau. Et allez voir les Pépites qui sort au cinéma depuis mercredi. Il y a des films, tout à fait. Allez voir les Pépites. C'est vrai. Et un film sur Canal+ aussi, Moi, il y a quelques jours. On va vous ouvrir le cœur, monsieur Philippot. C'est référendum. N'ayez pas peur du peuple, faites des référendums et vous verrez que la démocratie est sage. Merci à vous quatre. Le débat a malheureusement été